Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode numéro 102 sur une méthode humaine pour les coureurs avec Maxime Lopez. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amiedelebel.com/Blubrry, Blubrry. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Maxime Lopez, un étudiant au doctorat en psychologie sociale et du sport. Le marathonien est également un athlète en cross-country qui a entre autres représenté les citadins de l'Université de Montréal sur le circuit universitaire du RSEQ. Le Français a lancé il y a un peu moins d'un an le site Runwise où il partage ses connaissances par le biais d'articles de blog. Il offre également ses services en utilisant la science et son expertise en psychologie pour trouver un système sur mesure qui fonctionne pour chaque athlète. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Maxime Lopez. Salut Maxime, comment ça va? Eh bien, ça va super bien. Merci de m'inviter. Et merci beaucoup à toi d'avoir accepté ma demande. Je l'ai mentionné dans mon intro, mais tu fais la course à pied depuis plusieurs années, du cross-country aussi. Tu as entre autres couru un marathon. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers la course à pied? Ok, en fait, c'est rigolo parce que c'est un peu le hasard qui m'a amené vers la course à pied au fond. Quand je suis arrivé à Montréal en 2014, donc ça fait bientôt 7 ans en fait, je suis arrivé, j'étais complètement sédentaire. Je revenais de plusieurs années de party, comment dire, un Québécois. C'est-à-dire, je faisais la fête, j'allais dans les clubs. J'étais très branché à électro à l'époque. Fait que j'adorais ça, la musique électronique. J'aimais bien ça, danser toute la nuit, en prenant toutes sortes d'alcool, drogue et etc. Fait que les gens savent pas souvent ça, alors ça les fait rire là quand ils savent ça. Puis là, j'ai commencé à dire que je voulais faire autre chose. J'avais fait le tour un petit peu. Je regrette en rien, mais j'étais juste tanné. Puis quand je suis arrivé à Montréal, c'était un petit peu symboliquement le moment de changer mes habitudes. Puis à grosse coïncidence parce que je suis tombé en colocation avec un Français également qui venait d'arriver. Puis lui, c'était vraiment un athlète de haut niveau là, il faisait du triathlon et tout. Puis il allait dans la même université que moi à l'UQAM. Donc lui, il s'est inscrit tout de suite dans l'équipe de cross-country parce qu'il cherchait à connecter socialement avec le sport. Puis il m'a proposé comme ça de rejoindre l'équipe. Moi au début forcément j'étais un petit peu réticent parce que tu sais, j'avais pas fait de sport depuis 5 ou 6 ans là. Mais je sais pas trop pourquoi là, je me suis dit OK, pourquoi pas, peut-être tu vas te faire complètement laminer à l'entraînement, mais c'est pas grave, essaie-le. Fait que je suis parti faire un jog de 8 kilos. Puis ça a pas trop mal été, je voyais quand même que j'étais capable de garder une bonne vitesse là. Alors je suis allé acheter des chaussures de course, puis je suis arrivé au premier entraînement, puis ça a été vraiment douloureux, mais petit à petit j'ai aimé ça. Puis plus tu t'entraînes, plus t'aimes ça là. Ce qui est dur, c'est de commencer, on va dire. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire pour la faire courte. Ouais. Puis, parmi ton parcours, c'est ça, des 7 dernières années, quel serait ton plus gros défi selon toi? Puis, qu'est-ce que tu en as retiré justement de cette expérience-là? Tu veux dire quel plus gros défi sportif à l'époque? Oui, c'est ça. Depuis que tu as commencé en fait la course à pied. Oh, la plus grosse difficulté, mettons, oui. La chose qui est la plus dure. En fait, la course, c'est vrai que c'est un sport difficile parce que j'aime pas trop dire ça parce que souvent il y a un discours ambiant qui veut que tu dises que la course c'est plaisant, qu'il faut se faire plaisir. Tu sais, tu te sens presque coupable si tu cours et puis tu te fais pas plaisir. La réalité, en vrai, elle est un peu différente, surtout quand tu t'entraînes à un haut niveau. La réalité, c'est que pour être bon en course, il faut courir genre tout le temps. Genre, il faut vraiment que tu cours presque 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, que tu doubles souvent. Donc, ça prend vraiment beaucoup d'engagement. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de savoir à quel moment t'es encore dans assez de plaisir pour te sentir bien dans ton sport. Puis à quel moment tu te dis, non, là, tous les jours, je me force à y aller.
Est-ce que franchement, ça vaut le coup, tu vois? Moi, j'ai eu de la chance parce que je pense que j'ai vraiment une passion pour la course, tu sais, pour le geste en tant que tel. Là, j'aime courir, j'aime me sentir en forme, puis j'aime juste, tu sais, m'améliorer sur toutes les sphères de la course. Mais je le sais puisque maintenant j'entraîne des coureurs, puis que c'est aussi ma formation, tu sais, de m'intéresser à la psychologie des gens. Et je sais que pour beaucoup, tu sais, c'est un dilemme là qui revient souvent. Alors c'est sûr que quand t'es en hiver comme aujourd'hui, tu vois là par exemple, je reviens d'un entraînement puis c'était la tempête de neige là. Puis honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai pris aucun plaisir, genre c'était horrible. Genre je pestais, je ruminais parce que le vent, parce que la neige, parce qu'il faisait froid, je tombais 3 fois, enfin tu vois, genre c'était difficile. Puis c'est vrai qu'au Québec là, il y a 3 mois dans l'année où c'est vraiment difficile, surtout en période de Covid où tu peux pas t'entraîner à l'intérieur. Donc le plus grand enjeu, ce serait ça, garder cette motivation, mais garder assez de recul pour constamment te demander, OK, est-ce que ça vaut encore la peine de s'entraîner à ce niveau-là ou pas, tu vois? C'est ça. Puis justement, comment tu fais pour garder cette motivation-là, surtout qu'on le sait justement en raison de la COVID, depuis les derniers mois, toutes les courses en fait ont été annulées. Fait que comment tu fais pour ça, pour te donner un objectif pour continuer d'avancer et faire tes entraînements? Ouais, bah ça c'est une bonne question hein, pour de vrai. Je pense qu'on est beaucoup à être confrontés à ce problème-là et pas que dans le sport, hein, dans un peu toutes les sphères là. Mais particulièrement dans la course à pied, parce que c'est vrai que les coureurs compétitifs, ce qui nous drive, c'est pas mal les compétitions. Tu sais, on aime bien se dire, dans 3 mois, j'ai mon marathon, je vise, mettons, moi, 2h20, puis j'ai vraiment envie d'essayer de faire ce temps. Puis ça, tu penses quand ça va pas, tu vois. Genre là, il y a une semaine où ça va moins bien, tu dis, allez, let's go, là, il faut pas que je loupe des entraînements parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer puis de faire un bon temps. Fait que, en ce moment, on n'a pas ça. Alors, on essaie d'y aller plus semaine par semaine, t'sais. Genre, tu finis une semaine, puis après, tu penses à la suivante. T'sais, peut-être que, enfin, en tout cas, c'est mon truc, puis j'ai pas mal pensé. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de pas avoir une vision trop long terme, plus enchaîner les semaines. Et aussi de te dire que, de la même façon que quand tu accumules de l'argent sur ton compte bancaire, ça te fait un genre de réserve pour investir plus tard. La course, c'est un peu pareil. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pas perdu, en fait. Qu'il y ait des courses ou pas, tout ce que tu fais maintenant, ça va compter pour le futur. C'est un petit peu comme faire fructifier tes investissements plus tard. Donc, c'est un peu ça que je dis aussi à mes athlètes, quoi. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'objectif que votre entraînement va pas payer à un moment. Ça paye. C'est ça l'avantage de la course à pied, c'est que c'est un sport qui est un peu dans la méritocratie. T'sais. Peu importe ton niveau, peu importe ta génétique, ton potentiel de base, tout ce que tu fais, il y a un moment où ça va payer normalement. Si tu le fais bien et puis de manière intelligente et tout. Fait que c'est ça, ouais. C'est ça, tu parles de tes athlètes. Tu as lancé justement il y a un peu moins d'un an Runwise, où ce que tu donnes des conseils via des articles de blog, où tu offres également tes services. D'où est-ce que vient cette idée de projet, puis comment ça se déroule jusqu'à présent? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est arrivé vraiment, mais vraiment par hasard. En fait, depuis toujours, j'adore créer du contenu, puis je m'en étais pas rendu compte. J'étais comme, tu sais, des fois, je retourne dans mes souvenirs et je me souviens que quand j'avais, je crois que j'avais 15 ans, j'avais écrit un gros article sur le nucléaire, puis j'avais publié ça sur une plateforme de partage, tu sais, où tout le monde peut partager un peu ces articles. Tu sais, c'est comme les pseudo-journalistes là, des gens qui sont même pas majeurs. Fait que tu vois, aussi loin que je peux me souvenir, j'ai toujours aimé créer du contenu, mais en fait, je savais pas que ce métier-là existait vraiment, tu vois. Genre créateur de contenu, ce terme-là, je l'ai découvert, tu vois, il y a même pas un an là, quand j'ai commencé mon activité. Et quand j'ai su que tu pouvais gagner ta vie en créant du contenu sur un sujet en plus qui te passionne, là je me suis dit mais c'est bizarre, c'est trop beau pour être vrai. Tu sais, comment tu pourrais gagner ta vie en faisant des trucs que t'aimes bien? Moi, on m'a pas du tout appris ça. Là. Alors du coup, j'ai compris ça, j'ai commencé à être un peu boulimique sur comment on fait pour gagner sa vie en créant du contenu. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait genre 1 million de façons, en fait, que chacun avait un peu son système. Et en fait, les 7 premiers mois, ça a été trouver mon système. Donc, concrètement, je crois que c'est une formation de Antoine Blanche-Maison. Peut-être que tu connais. C'est un mec qui est assez connu en France. C'est un formateur de créateurs de contenu. Il t'explique comment te gagner ta vie sur Internet. Et en fait, moi, au début, j'étais game de faire ça gratuitement parce que j'adore créer du contenu. Et après, je me suis dit, ouais, mais attends, tu vas encore te lancer dans un nouveau projet gratuitement. Toi, tu vas être bon en course. Non, il y a un moment où il faut que tu monétises ta compétence puis ton expérience. Et tant pis si ça plaît pas à certains, tu sais, il faut que tu le fasses parce que, en fait, il y a un moment où tu as besoin d'argent pour vivre aussi. C'est normal. Ça peut être logique. Mais aujourd'hui, sur Internet, je crois que la plupart des gens ont l'habitude de ne pas payer. Alors, on pourra peut-être en reparler, mais c'est pas évident de proposer des choses payantes quand tout est gratuit, pratiquement. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu le hasard, un peu ma passion pour la course. Puis
Puis c'est ça. Puis, mais justement, pour poursuivre sur ce que tu disais, qu'est-ce que tu offres justement pour essayer de te démarquer? Comme tu dis, il y en a beaucoup qui vendent des produits, qui vendent des services. Là, encore plus justement avec la COVID où beaucoup de gens justement ont mis leur entreprise sur le web. Donc, de quelle façon tu te démarques ou tu comptes te démarquer? Ben, en fait, je pense que j'essaie toujours d'aller une coche plus loin que, j'allais dire mes concurrents, mais c'est même pas mes concurrents parce qu'en fait, il y a assez de place pour tout le monde. Je veux dire, des coureurs, il y en a des centaines de milliers. J'essaie toujours de me dire, OK, c'est quoi les questions que les gens répondent en général sur leur blog ou je sais pas, n'importe où dans les livres. Puis j'essaie de creuser un peu plus, tu vois. Donc, en fond, j'essaie de me démarquer par des sujets un peu originaux. Moi, je parle beaucoup de psychologie, mais tu sais, je parle aussi de sujets normaux. Mais j'essaie juste de faire des articles qui sont plus profonds, plus basés sur la science. La science, c'est quand même une de mes valeurs assez fortes dans mon identité, là, dans Runwise. Donc, ouais, ça. Puis, je te dirais quand même la partie psychologie, c'est quelque chose qui attire vraiment les coureurs. Parce que je pense que la course à pied, on se focalise beaucoup sur l'aspect entraînement physique, qui est super important. Mais en fait, avant l'entraînement physique, il y a un truc beaucoup plus important, c'est ce qui va commander tout ça, c'est le cerveau, en fait. Et si ton cerveau, il est bien organisé, bien structuré, qui fonctionne bien et tout ça, ça va être beaucoup plus facile, en fait. Et j'utilise souvent cette métaphore, c'est que, tu vois, tous les jours, tu prends plusieurs centaines de micro-décisions, de choix et tout. Et si ces micro-décisions, elles sont cohérentes, elles sont logiques, elles te permettent d'accomplir tes objectifs, ça va aller beaucoup plus vite. Mais si tu sais, t'as quand même 20-30% de tes micro-décisions qui sont foireuses ou qui sont basées sur des trucs un peu extrinsèques, en fait, au bout d'un an, c'est des milliers de décisions qui sont pas les bonnes. Et, tu vois, ça, c'est juste un exemple pour t'expliquer la psychologie. Il y en aurait d'autres, mais c'est un exemple, moi, qui me parle en général. Vraiment intéressant. C'est là, tu as Runwise. Bien évidemment, tu continues de t'entraîner et en plus, donc pour les gens qui ne le savent pas, tu es étudiant au doctorat. Donc, ça fait quand même un horaire assez chargé. Quels sont tes conseils, tes outils ou tes ressources justement que tu utilises en fait pour réussir à avoir un horaire que tu peux suivre ou est-ce que tu continues de t'entraîner ou est-ce que tu mets quand même du temps sur ton entreprise et bien sûr tout en continuant ton doctorat? Ouais, en fait, c'est rigolo, mais peut-être que ça va étonner les gens d'entendre ça, mais je travaille pas beaucoup. Pour être tout à fait honnête, moi, ma philosophie, c'est travaille peu, mais fais-le vraiment bien quand tu le fais. Genre, tu vois, une matinée pour moi, ça peut être autant, je vais travailler 3 heures, ce qui serait vraiment le maximum pour moi. Ou alors, je dis, OK, j'ai fait une nuit de 10 heures, je suis vraiment, vraiment plein d'énergie. En 1 heure, je suis capable de faire ça, tu vois. Tu vois, je suis vraiment dans ce mode-là. Avant, j'étais tout l'inverse. Avant, je travaillais autant. Puis je me disais, OK, il faut que je fasse des journées de 7 heures. Puis quand j'ai commencé à me dire, mais non, ça fait aucun sens de travailler autant. Tout le monde s'en fout. D'ailleurs, le monde n'apporte aucune justice autant. On le voit, hein, il y a des gens qui travaillent 60 heures, qui sont payés salaire minimum, qui vont avoir du mal à boucler leur fin de mois. Puis t'as des gars qui vont travailler 2 heures par jour, qui sont multimilliardaires, tu vois. Donc en fait, c'est là où j'ai compris que le temps, on s'en fout complètement. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à passer plus de temps à trouver le truc qui va vraiment me permettre d'être efficace, tu vois. Là, si je prends mon blog, par exemple, ça va être passer plus de temps à trouver l'article qui va être vraiment intéressant, puis même si j'en sors un tous les mois qui soit vraiment percutant, tu vois, que essayer, comme je faisais au début, de sortir boum, 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 un article par semaine, et au final, m'écœurer, plus prendre de plaisir, puis même pas faire du bon contenu, tu vois. Donc, ouais, pour revenir à tes questions, parce que au final, je suis un peu parti sur le côté, mais en fait, je pense que le plus important, c'est de maximiser ton énergie et après de travailler à l'enthousiasme beaucoup, tu vois. Surtout qu'avec la course, je suis vraiment beaucoup, beaucoup plus fatigué que si je courais pas et je peux pas me permettre, tu vois, de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Sinon, en fait, c'est juste pas plaisant et ça va nulle part. Donc ouais, j'ai un peu changé ma façon de voir les choses ces dernières années parce que tu réalises au bout d'un moment que, je sais pas, t'es pas sur cette terre éternellement, alors pourquoi tu ferais des trucs que t'as pas envie de faire, quoi? Ça fait pas de sens. Ça peut paraître logique quand tu le dis, mais en fait, en fait, on le fait tout le temps, tu vois, c'est bizarre. En tout cas, je sais pas si toi, ça te parle ou pas, là, en tant que créatrice de contenu, mais. Non, je comprends. Mais c'est pour ça aussi que, mais certainement, comme tu le dis, c'est qu'au départ, tu le sais pas trop non plus. Tu te connais pas beaucoup, puis c'est à force de créer du contenu, comme dans n'importe quoi aussi, que tu finis par te connaître. Comme moi aussi, là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les podcasts. J'en ai relancé un autre en plus de celui-ci, donc Athlète Entrepreneur. Mais ce qui fait en sorte que justement, mes blogs
je voyais qu'en créer un par semaine, c'était pas nécessairement optimal. Donc là, finalement, j'en fais juste un par mois, mais là, je mets vraiment beaucoup d'attention sur cet Ah article-là. ouais, Puis effectivement, j'ai l'impression que ça donne des articles plus pertinents, plus intéressants. ouais, Donc, justement, ouais, j'étais vraiment. 100% d'accord avec, avec ce que tu Ah, puis dis. tu vois, il y a ce truc de qui va vraiment avec ce que tu viens de dire, de ne plus travailler dans l'urgence. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais quand tu travailles dans l'urgence, tu as envie de publier du contenu parce que tu dois respecter une deadline, tu vois. La vraie raison de pourquoi tu le fais, en fait, c'est juste parce que tu t'es imposé un agenda complètement arbitraire. Et quand tu travailles à enthousiasme et que tu dis, mon article, je le sors quand il sera prêt et quand j'en serai fier, tu vois. Moi, je suis vraiment en mode, quand je sors un truc sur Internet, il faut que je sois fier du truc. Si je suis pas fier, il y a aucun moyen que ça marche, tu vois. Si même moi, je suis pas fier. Si je suis fier, il y a une possibilité pour qu'il y ait d'autres gens qui partagent mes goûts, puis mes convictions, puis que ça fonctionne, tu vois. Donc vraiment, je travaille plus dans l'urgence et ça marche bien. Puis tu vois, pour répondre à ta question, en fait, à la base, moi, je suis entraîneur pour les citadins de Bucam. Coacher des athlètes, c'était avant de lancer Runwise. Donc, j'avais déjà de l'expérience, un an, en fait, en tant qu'entraîneur adjoint à l'UQAM. Là. Donc, c'est équipe de cross-country et d'athlétisme. Donc, en fait, ça a juste suivi ça, parce que moi, j'ai fait 5 ans universitaire. Donc, j'ai juste poursuivi ça en passant de capitaine à entraîneur adjoint. Donc, ça faisait pas une grosse différence. Juste que, déjà, je gagnais de l'argent. Donc, ça, c'est cool. Parce que quand t'es capitaine, t'en gagnes pas. Puis, et beaucoup plus proche des athlètes, les aider sur toutes les sphères. Non. C'est vraiment un truc que j'aime bien, ça. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour la prochaine année, tant personnellement, que ce soit avec des courses ou avec ton doctorat, qu'avec Runwise? Là, en fait, vraiment le truc dont je veux me débarrasser, et j'espère que mon directeur de thèse, il entend pas ça, mais c'est un débarrasser pas en mode j'en ai marre, mais en mode ça fait 10 ans que je suis à l'université et je veux finir mon doctorat, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que si je veux bien faire des choses, il faut que j'enlève la plupart des trucs dans ma vie qui me distraient, en fait. Et aujourd'hui, j'ai un doctorat, j'ai plusieurs projets au doc, j'ai mon blog, j'ai d'autres collaborations, j'ai entraîné des athlètes Runwise, ma carrière professionnelle, enfin ma carrière de coureur. Et tu sais, pas besoin d'être un ingénieur là pour comprendre que ça fait beaucoup trop et que plus tu dilues ton temps, moins tu vas vite à développer un projet ou alors tu t'épuises. Puis moi, j'ai pas envie de m'épuiser, alors je préfère travailler moins puis avoir mes 9h30 de sommeil. Là, c'est super important pour moi. Donc, où je veux aller, c'est vraiment dans 1 an et demi, finir mon doc. Puis une fois que j'aurai fini mon doc, je veux vraiment me concentrer à la fois sur Runwise, c'est-à-dire développer les formations en ligne, ça on pourra peut-être en reparler, et en même temps, vraiment continuer de courir sérieusement, partir m'entraîner au Kenya quand je peux, faire ce genre de trucs, quoi, que je peux pas faire aujourd'hui à cause du doc. Et c'est parfait, mais merci beaucoup, Maxime, pour ton temps. Je termine toujours cette entrevue avec des petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La chose pardon la plus importante, il y en a tellement, c'est trop difficile de choisir. Mais j'ai pas envie d'y aller avec un truc basic, tu vois, mais en même temps, enfin, c'est con, hein, mais la valeur tu vois, quand tu t'investis dans un truc, la valeur un peu travail, tu t'investis et tu vois tes progrès et tu es vraiment surpris au bout de plusieurs années à quel point tu n'avais aucune idée que tu pouvais te rendre jusqu'à là, quoi. C'est vraiment ça. Quand tous les jours, et même pas besoin de faire beaucoup, quoi. Tous les jours, tu en fais un peu. Au bout de quelques années, tu te retournes et tu te dis, waouh, c'est possible, hein. Mais sur le moment, tu aurais jamais cru. Donc, c'est un peu ça que ça m'a appris. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Plus beau souvenir sportif. Je pense que j'en ai deux. Il y en a un qui c'est plus collectif. Ça a été quand on a terminé 3e au championnat provincial de cross-country. C'était la première fois que l'UQAM, on a eu une médaille, qu'on a été un peu reconnu sur la scène provinciale. J'avais vraiment une course de merde en plus. Alors, c'était vraiment pas un souvenir par rapport à ma performance, mais par rapport, au fait d'y arriver en équipe. Puis, tu sais, la course à pied, c'est vraiment un sport individuel. C'est tellement rare que tu partages des émotions positives entre partenaires d'entraînement que ça avait été vraiment fort, ça. Ouais. Puis l'autre, je pense que c'était ma performance sur 10 km à Nice l'année dernière. C'était en janvier, donc ça fait tout pile 1 an. Donc à l'époque, on pouvait courir dehors avec plein de gens, puis tout ça. Et là, j'étais parti avec mon père, c'était la première fois. J'étais juste parti avec mon père. Je lui ai dit, je vais courir un 10 km à Nice, c'est le 10 km le plus rapide de France. J'étais en forme et on est partis tous les deux et ça a été super bien au niveau juste de la relation de partager ça avec son père. Puis j'ai fait ma meilleure performance à vie, toute distance confondue.
Du coup, c'était d'autant plus fort. Ça, c'est vraiment cool, ouais. Puis, ma dernière question, c'est quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet? Ça va être un conseil que j'aurais aimé me donner quand j'ai commencé. Ça serait d'en avoir un petit peu rien à foutre de ce que les autres y pensent de votre projet. Puis ça, c'est vraiment difficile parce que le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai commencé, c'était de voir ce que faisaient les autres pour essayer de rentrer dans un genre de moule ou alors, tu sais, d'un peu m'inspirer de ce que faisaient les autres. Et en faisant ça, je me rendais compte que je perdais un petit peu ma patte, je perdais ce qui me caractérise en tant que personne et tout. Et en fait, ça va peut-être paraître bizarre comme conseil, mais genre, allez pas voir ce que les autres font, tu sais, faites votre truc, puis probablement, vous allez faire un truc plus original parce que vous en avez rien à faire de ce que les gens vont dire. Au pire, les gens, ils viennent, ils aiment pas ce que vous faites, tant mieux. Si c'est clivant, ça veut dire que vous faites un truc qui est original, tu vois. C'est ce que je me dis maintenant. Et si tout le monde aime, c'est que vous parlez à personne peut-être. Alors, faites votre truc. Et au pire, dans 2 ans, si ça marche vraiment pas, commencez à vous remettre en question. Mais pas au bout de 2 mois, parce qu'en fait, j'étais trop pressé, quoi. J'avais envie de réussir tout de suite, tu vois. Et en fait, c'est comme la course à pied. Quand tu t'en sur Internet, ça prend du temps, du travail, de comprendre des choses. Et ne pas réussir, ça veut pas dire que tu pourras jamais réussir. Ça veut dire que t'as pas compris. Donc, pas prendre de trucs personnels, quoi. Voilà, il y a 10 conseils maintenant dans ta question, mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Non, c'est parfait, mais merci beaucoup encore une fois, Maxime, pour ton temps. Puis, au plaisir de certainement rediscuter avec toi, peut-être justement dans 1 an et demi, savoir qu'est-ce qui s'est passé au fil de l'année, tant avec Runwise que si finalement tu as terminé ton doctorat. Donc, merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Merci beaucoup. C'était vraiment plaisant. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Maxime Lopez pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 102e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je discuterai avec Antoine Giasson, propriétaire de l'école d'arts martiaux Méthode Enso. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.